Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Face aux candidats, l'émission dans laquelle on s'intéresse à la personnalité, à l'engagement et surtout la vision des candidats à la municipalité de Strasbourg. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Jakubowicz, candidat à la mairie de Strasbourg pour l'Union du Centre. Monsieur Jakubowicz, bonjour. Bonjour. Vous étiez déjà participant à la dernière municipale. C'est quoi la différence entre cette campagne et celle de 2020? Alors en 2020, j'étais colistier. Cette fois-ci, je suis tête de liste. Donc pour moi, c'est déjà une grande différence puisque j'ai l'honneur de porter une démarche collective avec une équipe, avec un projet. Et puis cette élection municipale, elle est différente des précédentes parce qu'on a connu au cours des 6 dernières années un mandat de la radicalité et de la brutalité. Strasbourg, depuis l'après-guerre, a connu des alternances entre la droite et le centre, entre une gauche républicaine et modérée. Et pour la première fois, on a eu un mandat de rupture avec cette modération qui était la marque de fabrique de Strasbourg. Et donc l'enjeu de cette élection, c'est de tourner la page de ce mandat de la brutalité et de retrouver ce vivre ensemble et cet humanisme qui nous est si cher à Strasbourg. Alors attention, vous avez un sacré parcours. Vous étiez majeur de promo, attaché territorial, vous avez travaillé auprès de Fabienne Keller, vous avez travaillé pour la région avec comme voisine l'ancienne ministre déléguée Brigitte Klinkert. Vous avez d'ailleurs travaillé auprès d'elle pour le département du Haut-Rhin. Vous étiez dans le cabinet de Frédéric Biry pour le Bas-Rhin. Ça fait un sacré CV, il manque plus que la fonction de maire, c'est ça? Oui, bah, j'ai toujours été passionné par les territoires. Et donc c'est vrai que mon engagement politique, je l'ai toujours conçu qu'à l'échelle locale, parce que c'est là que pour moi il a du sens. Et puis professionnellement, c'est ce qui m'a intéressé aussi. Et donc quand j'ai fait Sciences Po, j'ai choisi la filière administration publique et j'ai eu mon master 2 en administration des collectivités territoriales. Donc ma passion du territoire, du service public, elle est autant politique que professionnelle. Et elle est venue comment alors cette passion? Oh bah ça s'est construit au cours du temps. Je suis tombé dans la marmite très jeune, un peu par hasard. Quand j'avais 10 ans, mon école primaire a été sélectionnée pour ce qu'on appelle le Parlement des enfants. C'est l'Assemblée nationale junior. Tous les ans, dans chaque circonscription de France, une école primaire est choisie et les élèves de CM2 élisent un député junior. Et moi, j'ai eu la chance, l'année où j'étais en CM2, que mon école soit choisie. J'ai été élu député junior. Député à 10 ans. Voilà, député junior. Et donc, bah, c'est un parcours où, avec ses camarades, on rédige une proposition de loi, on va à l'Assemblée nationale, on échange avec son député senior. Ça m'a fait faire à 10 ans mon premier discours dans une réunion publique et ça a éveillé en moi une curiosité, une envie de l'engagement qui n'a jamais cessé ensuite. Parce que vous avez grandi dans une famille politisée ou pas du tout? Pas du tout. J'ai des parents qui se sont toujours intéressés à l'actualité, qui regardaient les infos, qui lisaient des journaux et des magazines, mais qui n'ont jamais été adhérents à un parti politique, qui n'ont jamais été avant moi dans une réunion politique, voilà, qui suivaient ça en citoyen, mais pas du tout en militant. Et donc c'est vraiment moi qui ai amené ma famille et mes parents à fréquenter pour la première fois des réunions politiques pour venir m'écouter ou m'accompagner quand j'avais 11-12 ans, j'allais assister au dépouillement dans les bureaux de vote les soirs d'élection. Je viens d'une famille d'artisans, commerçants, milieu de l'entreprise. Donc je suis vraiment plutôt une anomalie dans ma famille, tant dans mon choix de carrière professionnelle que d'engagement politique. Est-ce que vous étiez par exemple aussi délégué? J'ai été délégué une année en sixième. Et puis j'ai eu la chance aussi de siéger dans une organisation internationale, une ONG, qui s'appelait le Glocal Youth Parliament, qui siégeait à Rome. Et c'était une structure pour fédérer des jeunes de villes du monde entier et les amener à travailler dans des projets de solidarité ou de coopération internationale. Et donc j'ai notamment eu la chance au début des années 2000 d'aller en Turquie, d'aller au Liban et puis de monter un projet de solidarité pour équiper à l'époque des lycées de jeunes filles à Kaboul et en Afghanistan, recueillir du matériel pour aider à la rescolarisation des jeunes filles afghanes. Donc voilà, j'ai eu tout au long de mon adolescence beaucoup d'engagement politique, mais aussi associatif. J'ai fondé à partir de 2005 une association qui s'appelait les Messagers de la Mémoire, sur la transmission de la mémoire de la Shoah, du génocide et des grands
conflits mondiaux. Donc voilà, j'ai toujours eu des valeurs assez fortes et je suis pas de nature à être spectateur. Donc à chaque fois que j'ai eu l'occasion de faire des choses et de m'engager, je les saisis. Est-ce que vous diriez que faire des voyages comme ça change justement une vie, ça enrichit énormément? Parce qu'on sait, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas la chance de voyager. C'est une très bonne expérience pour vous? Ah ben bien sûr, aller découvrir le monde, voir les problématiques de vie, d'engagement démocratique, à d'autres endroits, ça ouvre le regard, ça enrichit la réflexion. Et puis, mes parents, ayant, vécu aussi dans d'autres villes, j'ai aussi vécu à Lyon et à Bruxelles. Dans le cadre de mes études, j'ai vécu, à Düsseldorf et donc c'est sûr qu'après dans sa propre vie et dans sa propre ville, quand on a pu découvrir d'autres horizons, s'enrichir, d'autres cultures et d'autres lieux, ben forcément, on voit les choses avec un regard différent. Est-ce que, à part la politique, vous avez une grande passion ou des grandes passions, des choses que vous aimez particulièrement? J'adore la culture, j'adore le cinéma, j'adore bouquiner, la musique fait partie de ma vie, matin, midi, et soir. Je travaille en musique, je dors des fois, Vous en en jouez musique. peut-être? Non, non, non. Pour le bien de tout le monde, pour le bien de tout le monde, Pour la météo également? voilà, pour la météo, je suis amateur et spectateur, comme le sport. J'adore le foot, j'adore le basket, mais là aussi, j'ai plus une carrière de supporter que de joueur, et de sportif. Mais voilà, je suis vraiment quelqu'un, de très éclectique. Je suis curieux de tout. Je peux autant m'extasier devant un opéra de 4 heures, que devant un feu d'artifice, ou un défilé de carnaval. Et je pense que c'est important dans la vie de jamais être blasé, de jamais être lassé de rien, et puis toujours pouvoir garder un peu ce regard d'enfant qui permet de s'émerveiller sur les choses simples, de la vie et du quotidien, parce que c'est tous ces petits bonheurs, qui enrichissent à la fois l'âme, la personnalité, et puis qui permettent aussi de mener parfois des combats plus difficiles. Vous avez parlé de films, de livres, peut-être votre film préféré? Ou un film qui vous a particulièrement marqué? Alors, il y en a plusieurs, j'en citerai deux. Ce que le jour doit à la nuit, D'accord, inspiré du roman d'Yasmina Khadra. C'est un film qui se passe en Algérie, des années 30 aux années 60, d'accord. et qui montre toute la complexité de la situation algérienne, des rapports entre les Algériens, les Français, tout ce qui a conduit à la guerre d'Algérie, puis à la décolonisation, sur fond de fresques d'histoire personnelle aussi. Tant le roman, le film ont beaucoup bouleversé et montrent la complexité des choses. Et puis Call Me By Your Name, qui est un film qui m'a beaucoup touché aussi, avec Timothée Chalamet, sorti il y a quelques années, euh, parce qu'il montre toute la complexité de la découverte de soi à l'adolescence, la souffrance que ça peut être, l'acceptation de soi, la douleur des premières amours, et tout ça dans un décor d'Italie des années 80. Et donc là aussi, c'est un film dont la musique, les acteurs et l'histoire m'ont beaucoup touché. Vous vous êtes décrit comme une anomalie dans votre jeunesse, dans votre adolescence. Est-ce que vous en avez souffert justement d'être un petit peu différent, de s'intéresser autant à la politique alors peut-être que vos camarades de classe voulaient juste jouer au foot dans la cour? Est-ce que ça, il y a eu une différence qui s'est ressentie pour vous? Bah, j'ai eu une adolescence pas facile, parce que je rentrais pas forcément dans les cases évidentes. J'étais en surpoids. À l'adolescence, j'ai commencé à découvrir ma sexualité et mon orientation, avec tout ce que ça peut représenter dans un moment de construction. Effectivement, je pouvais avoir des passions pas forcément toujours en raccord avec celles de mes camarades. J'ai subi du harcèlement scolaire assez fort au collège, avec des moments très difficiles. J'ai eu la chance d'être soutenu par mes parents, d'être soutenu par des professeurs et d'autres camarades. Mais c'est sûr que ça a constitué une partie de ce que je suis, et qu'aujourd'hui, dans mon regard sur la différence, sur l'appréhension des discriminations, quelles qu'elles soient, sur ma sensibilité à l'autre, parce que je pense que la politique, c'est beaucoup une question d'empathie C'est aussi, vrai. savoir comprendre l'autre, parce que pour bien agir, il faut d'abord comprendre. Donc je pense que tout ça m'a beaucoup formé, renforcé, mais pas insensibilisé. Et donc je crois que toutes ces étapes
elles ont vraiment été importantes dans ma construction et dans ma façon d'aller vers l'autre et de m'engager pour les autres. Si vous aviez un conseil justement à donner à l'un de ces jeunes, peut-être qui nous écoutent, qui nous regardent, ça serait lequel? De jamais garder ses souffrances pour soi, de toujours s'ouvrir, euh, de toujours être fier de ce qu'on est, même si ça peut paraître difficile, et de surtout jamais renoncer à s'engager euh, parce qu'on se sent différent ou parce qu'on rentre pas dans ce qu'on pense être une norme. Il y a quelques mois, il y a eu une vague un peu de cyberharcèlement C'est vrai. homophobe et antisémite contre moi en ligne. Euh, D'habitude, je réagissais pas à ces attaques-là, pour pas leur donner d'importance, et puis parce que les lâches derrière des pseudos ou en ligne, je veux pas leur montrer que ça me touche. Mais j'ai reçu ce week-end-là, après cette vague-là, le message d'un jeune de 15 ans qui m'a dit: ça fait longtemps que je vous suis sur les réseaux. Euh, J'adore ce que vous dites, les idées que vous portez. Et moi-même, j'ai envie de m'engager en politique parce que j'ai des valeurs, j'ai envie de me battre, j'ai pas envie de subir. Mais je suis différent, je suis gay. euh, et quand je vois ce que ça provoque comme risque et comme violence, bah, je vais pas le faire. Je vais rester dans ma chambre et je vais pas m'engager, je vais pas m'exposer parce que le prix à payer il est trop fort. Et ça, j'ai pas supporté. Ça Parce aurait que pu être vous en fait. ça aurait pu être moi. Et le fait que dans le Strasbourg de 2026, un jeune puisse renoncer à vivre ses rêves, à défendre ses idées, son engagement, à raison de son orientation, de son genre ou de ses convictions, ça m'est absolument insupportable. Et donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, pour la première fois, j'ai pris la parole pour dénoncer, parce que j'ai réalisé que moi, en tant qu'élu, j'avais des outils pour me défendre, mais que malheureusement, il y avait encore beaucoup de jeunes qui ne les avaient peut-être pas, pour qui ça pouvait être difficile dans leur famille, dans leur scolarité, dans leur vie tout court, et que donc notre rôle d'élu, c'était aussi d'ouvrir des portes, de faire tomber des murs qui puissent profiter au plus grand nombre et de montrer qu'au-delà des difficultés qu'on peut vivre dans son parcours, il y a toujours une perspective positive au bout, qu'il faut jamais se décourager, jamais baisser la tête, jamais baisser les bras. Et donc c'est le message que j'ai envie de passer aussi. On a fait un petit peu votre CV avant, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été votre première profession, votre premier petit travail, votre premier contrat de travail, c'était quoi? Alors ma première profession, de manière bénévole, ma mère était commerçante, D'accord. et donc je vivais dans un quartier de commerçants. Des robes de mariée, il me Des semble, hein. robes de mariée, tout à fait. Et elle vivait dans un quartier de commerçants. Et donc, moi, j'adorais les soirs, après l'école et le collège, aller faire tous les boulots. Donc, j'ai été fleuriste, j'ai été caissier à la boulangerie, j'ai vendu des vis à la quincaillerie. Donc, j'ai eu la chance. Dans mon enfance de découvrir plein de boulots et ce que c'était le commerce, et je pense que mon premier job d'été c'était du boulot administratif dans une entreprise où je faisais de l'archivage, de la mise en place d'éléments. C'était pendant mes études, l'été, pour gagner un peu d'argent et pouvoir partir en vacances, je crois. Et puis ensuite, mon premier vrai boulot, après mon diplôme, c'était à la ville et communauté urbaine de Strasbourg auprès de Fabienne Keller, où voilà, j'ai travaillé pour elle au conseil municipal pendant 3 ans sur la préparation des différents dossiers, des interventions, des communiqués de presse. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier vote? Moment très important pour une personnalité politique. Ben, mon premier vote, c'était les présidentielles de 2007. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir pour qui vous avez voté? Alors le vote est normalement secret, mais moi je suis responsable politique. Et donc j'étais à l'époque adhérent de l'UMP. Et donc j'avais voté pour le candidat de mon parti. Quel est votre plus grand défaut? Mon plus grand défaut, alors ça peut être un peu cliché, mais c'est une réalité. Je pense que je suis parfois perfectionniste à l'excès. D'accord. Voilà, j'ai envie de tout maîtriser, d'être sûr que tout soit absolument parfait. Et je pense que des fois, ça peut être un peu pénible pour ceux qui m'entourent. Et donc, j'essaie toujours de faire mienne une maxime qui dit: le mieux est l'ennemi du bien. Et donc, des fois, le bien, il faut savoir s'en contenter aussi. Justement, une personne qui vous a côtoyé de près, Fabienne Keller, on en parlait juste avant, disait que votre plus gros défaut, c'était de travailler trop. C'est vrai que je suis un gros bosseur. Je suis un gros bosseur.
mais parce que j'ai toujours considéré, notamment quand on s'engage professionnellement ou politiquement dans le public, euh, qu'on le doit à la population. On doit donner le meilleur de soi-même, être exemplaire. Et donc effectivement, je suis un énorme bosseur. Je dors peu. Ça, c'est un cadeau de la nature, mais ça permet aussi, voilà, de se démultiplier et puis de régler le maximum de choses. Je vois aussi que vous êtes le seul candidat qu'on a reçu pour l'instant qui a gardé son téléphone sur la table. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une petite addiction au téléphone? C'est un énorme défaut. Alors je l'ai mis en mode avion, mais effectivement, je suis un geek. Je suis très connecté on me tape souvent sur la main pour que je lâche le téléphone qui est parfois trop une excroissance de mon bras. Mais c'était pour faire le parallèle de votre tablette. Voilà, très bien, très bien. Vous avez toujours grandi à Strasbourg, vous habitez Strasbourg depuis toujours, vous êtes né à Strasbourg. Quel est votre grand souvenir à Strasbourg, un grand moment que vous avez vécu à Strasbourg? Alors je suis né à Strasbourg, j'y ai grandi jusqu'à mes 7 ans. Ensuite, j'ai vécu entre Lyon et Bruxelles. Et je suis revenu ensuite en 2006 pour faire mes études à Sciences Po. D'accord. Et donc depuis, j'y vis à nouveau. Euh, Strasbourg, j'y ai plein de souvenirs. Des souvenirs heureux, des souvenirs douloureux aussi. Quand on vit dans une ville, c'est une histoire d'amour. Et donc comme dans toute histoire d'amour, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de communion. Dans les moments heureux, je me rappelle du grand départ du Tour de France en 2006. Strasbourg qui rayonne. Je me rappelle du magasin de ma mère sur le quai des Pêcheurs quand j'étais petit, avec la boulangère qui, quand je sortais de l'école, m'attrapait et me glissait un carreau de chocolat dans un morceau de pain en rentrant de l'école. On l'a tous connue celle-là, Euh, elle faisait plaisir. Ouais, elle faisait plaisir. Et puis, ben, dans les moments difficiles, il y a l'attentat de 2018. Ce soir-là, je suis au centre-ville. Je suis rue des Grandes Arcades et puis place Gutenberg. Je vais aller me cacher rue de l'Écurie dans une cage d'escalier, pas pouvoir rentrer chez moi, connaître ces jours d'angoisse, voir la douleur des victimes, de leurs familles, de toute une ville. Euh, Il y a des moments comme la victoire du Racing contre le PSG, l'année de la remontée en Ligue 1, ce C'est 3-2 vrai. après 10 minutes de prolongation. Euh, Ce 2-1, il me semble. ah ouais, 2-1. Il me semble 2-1, avec Vous un voyez, doublé de j'aime tellement Stéphane le Racing. Baoken. J'aime tellement le Racing que j'ai voulu le transformer en C'est 3-2. ça. Mais j'ai encore dans mon bureau la une de l'équipe en géant avec écrit à eux l'exploit. Ah, vous faites peut-être référence, le 3-2 c'était Lyon avec le coup franc de Dimitri Non, Liénard. non, vraiment le PSG. Ah, le PSG, oui, le c'était 2-1. vraiment le PSG. Mais tout ça pour dire qu'en fait, quand on habite une ville, qu'on l'aime, ben chaque rue, chaque quartier, chaque lieu, c'est un souvenir, c'est une émotion, c'est des odeurs, c'est des parfums, c'est des bruits aussi par moment. J'ai vraiment une relation charnelle avec Strasbourg. Cette ville, je l'ai dans mon cœur, je l'ai dans mes tripes. Et donc c'est vrai qu'à tous les âges de la vie, j'y ai des souvenirs plus personnels ou plus politiques. Et ils me donnent de la force. Ils m'habitent et ils font aussi que à chaque fois que je propose quelque chose ou que je prends une position, je le fais comme chaque chose qu'on fait vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime. Et quelqu'un qu'on aime, on veut pas le blesser, on veut le meilleur pour lui, on le respecte, on essaye de le comprendre au mieux. Et c'est mon rapport à Strasbourg. Est-ce que vous parlez alsacien? Je parle pas alsacien, je connais quelques mots, je le comprends, mais je parle allemand. Donc l'allemand me permet De faire la... voilà, de faire la jonction et de le comprendre un peu. Mais en tout cas, c'est important pour moi que l'alsacien vive, parce qu'une langue, ça fait partie du patrimoine. Et je dis souvent que je regrette que Strasbourg se soit coupé aussi de son rôle de capitale alsacienne. On est capitale de la région, on est capitale, on est une grande métropole dans l'espace rhénan, on est capitale européenne, mais il faut qu'on soit aussi une grande ville alsacienne. Donc c'est dans la valorisation
de l'alsacien en tant que langue, de la culture alsacienne et de son patrimoine. C'est pour ça que je souhaite aussi que Strasbourg retrouve un véritable carnaval rhénan et alsacien, parce que ça fait partie aussi de la façon de faire vivre ces traditions-là. Donc j'y suis très attaché. Est-ce que vous avez un quartier ou un endroit préféré à Strasbourg? C'est compliqué. Choisir, c'est toujours renoncer. Et je suis pas homme de renoncement. Bien sûr, j'aime la cathédrale. Pour moi, c'est vraiment le point de ralliement de notre ville. Elle est sur ma carte de vœux tous les ans. Elle est sur le logo du Racing. J'adore le stade de la Méno. J'adore flâner à la Petite France. Moi, j'habite à Neudorf, donc j'y ai mes habitudes du quotidien, mais j'aime aller aussi dans nos quartiers. Donc j'ai du mal là à être exclusif. Peut-être si maintenant quelqu'un qui ne connaissait pas du tout Strasbourg, vous avez la responsabilité de lui faire découvrir Strasbourg et lui faire un tour sur une journée, ça serait ces lieux-là du coup? Ben, moi, j'aime bien montrer. Je fais souvent des tours de Strasbourg. J'ai été vice-président de l'office de tourisme et je suis passionné d'histoire. Donc, je fais souvent visiter Strasbourg. Et ce que j'ai vraiment à cœur, c'est de faire comprendre à ceux qui viennent la complexité de notre ville C'est vrai. et de montrer qu'elle n'est pas une et unique. Donc, bien sûr, il y a la petite France, l'image de carte postale. Bien sûr, il y a la grande île avec la cathédrale. Mais pour moi, c'est important de montrer aussi la Neustadt, C'est vrai. qui est une autre grande étape. C'est important de montrer le quartier des institutions européennes. Parce que beaucoup de visiteurs viennent dans notre ville sans saisir la portée symbolique et politique de Strasbourg. On a l'impression que c'est coupé un peu de Strasbourg, que ces gens-là, enfin, le quartier européen, on le voit pas vraiment dans Strasbourg. On a l'impression que c'est loin alors que c'est dans la ville, quoi. Exactement, il s'ouvre de plus en plus, notamment avec l'ouverture du Parlement toute la semaine. Mais moi, j'insiste beaucoup pour que chaque personne qui vienne dans notre ville comprenne qu'on est plus qu'une carte postale. On est un message universel, un message politique. Et j'aime bien toujours montrer sur mon téléphone aux visiteurs les photos à Strasbourg de Mandela, de Gorbatchev, du commandant Massoud, de Winston Churchill, de Gaulle, la messe de Jean-Paul II au stade de la Méno, parce que Simone Veil devant le Conseil de l'Europe, parce que si toutes ces grandes figures universelles ont croisé la route de Strasbourg dans leur parcours, c'est parce qu'on est une ville pas comme les autres. Et ça, il faut jamais l'oublier, et il faut le faire savoir le plus largement possible. Quand on se lance dans une campagne municipale, c'est parfois compliqué parce qu'on est exposé. Vous êtes la personnalité, voilà, est-ce qu'on va voter pour vous ou non? Ça doit être difficile. Quelle a été la réaction de votre famille, de vos proches, lorsque vous avez dit maintenant je suis tête de liste, je vais me lancer? Bah, je crois que dans un réflexe assez protecteur, ça les a d'abord inquiétés. Parce qu'ils se sont dit, mais voilà, est-ce que tu vas prendre des coups? Est-ce que tu vas tenir le rythme? Tu auras plus de vie perso? Enfin voilà, un phénomène très protecteur. J'ai la chance d'avoir une famille et des proches très compréhensifs, parce qu'en plus j'ai un nom qui est pas courant. Donc bah, très souvent dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle, on peut les interpeller à mon sujet parce que les gens font très rapidement le lien. C'est pas comme les Muller, là Non, on est sûr que... voilà. Les Jakubowicz à Strasbourg, il y a de fortes présomptions qu'il y ait un lien. Donc dans leur vie de tous les jours, bah, ils sont aussi tributaires de mes prises de position et de mon exposition. Ils doivent me partager beaucoup parce que je suis très pris. Une campagne, c'est beaucoup de temps, 7 jours sur 7. Donc, ben, on a moins de temps avec ses proches, avec sa famille, on les voit moins. Et donc, ben, ça aussi, pour eux, parfois, ça peut être un peu douloureux. On n'a plus vraiment de vie privée non plus. Donc que ce soit aux bains municipaux, à la piscine du Wacken, dans les allées du supermarché. Les boîtes de nuit de Strasbourg. Alors je sors pas tellement en boîte de nuit. Mais je pense qu'on fait aussi attention avec qui on se met en public et qu'est-ce qu'on fait également, je pense. Ah ben, en tout cas, on n'a plus vraiment de vie privée ou C'est de ça. moments totalement privés. Donc il faut avoir conscience que dans un tram, dans une rue, dans un supermarché, dans un restaurant, dès qu'on sort de chez soi, on peut être reconnu,
on peut être entendu dans ces conversations, dans tous ces éléments, puis être interpellé partout. Je peux être interpellé au rayon fruits et légumes de mon supermarché de quartier. Si je vais faire des longueurs ou nager, il y a des personnes qui en maillot de bain me tapent sur le dos en disant «Ah, je suis content de vous voir, j'avais justement une question». Donc voilà, il faut accepter que d'une certaine manière, on s'appartient plus totalement. On appartient au débat public, à l'ensemble des habitants, et ça fait partie de notre vie de tous les jours. Nos journalistes se sont baladés dans la ville pour rencontrer les Strasbourgeois. Et justement, on a rencontré Dylan qui a une question pour vous. Ah, ce serait au niveau de la lumière en ville, parce qu'on a encore de grandes enseignes qui sont allumées toute la nuit. Et à côté de ça, on éteint la lumière au niveau des petits quartiers, du genre Neudorf, tout ça, là où les gens vont rentrer la nuit, où on a des risques de se faire agresser. Donc on nous embête avec la lumière, mais à côté de ça, on a encore les grandes enseignes qui ont les moyens de payer les amendes, qui eux se permettent de garder allumées. Voilà, donc je me demandais si vous comptez faire quelque chose par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça amène à un sentiment d'insécurité aussi en ville. Alors, grand sujet, grand débat aussi à Strasbourg. Tout à fait. Alors, il se trouve que j'ai annoncé que ce serait ma première décision en tant que maire, rallumer l'éclairage public partout et pour tous dans l'ensemble des quartiers. C'est un sujet important parce que cette extinction de la lumière la nuit, elle est devenue un vrai objet de discrimination. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont expliqué que ça restreignait leur liberté de vivre leur vie et leur ville comme elles l'entendaient, de se déplacer librement, de rentrer du travail quand on est en horaire atypique, de pouvoir sortir le soir au restaurant, après un cinéma, au théâtre. Il y a des enjeux de sécurité routière aussi entre C'est vrai. les voitures, les vélos, les piétons. Et je crois que justement le rôle d'un élu, c'est de concilier différentes choses. On est tous préoccupés par l'écologie, et on est tous préoccupés par la sécurité. Et il n'y a pas de raison d'opposer ces deux éléments-là. Aujourd'hui, la technologie, elle permet d'avoir un éclairage public intelligent. Ça veut dire de réduire fortement la consommation énergétique, réduire fortement la facture à la fin du mois, et puis d'adapter l'éclairage public la nuit à la biodiversité, avec l'intensité, les tonalités. Donc on voit vraiment qu'il y a deux visions de l'écologie. Une vision radicale, où on dit on éteint totalement, fini basta, ou une vision intelligente de dire utilisons les innovations pour concilier une sobriété énergétique avec la défense de la liberté de toutes et tous de se déplacer en toute sécurité à toute heure du jour et de la nuit. Parce qu'une grande ville comme Strasbourg, c'est une métropole européenne et donc ça vit la nuit aussi, ça travaille aussi la nuit, il y a des enjeux de santé et donc on doit faire en sorte que la ville puisse vivre. Et puis le monsieur, il a raison. Par contre, il y a du gaspillage énergétique. Et il faut lutter contre. Il y a des enseignes de magasins qui peuvent rester allumées toute la nuit. Et il faut que là aussi, on puisse prendre les réglementations qui fassent en sorte que ça ne soit pas le cas. Et puis être exemplaire. Par exemple, j'avais fait voter au cours de ce mandat le fait d'éteindre la nuit les panneaux de publicité lumineux C'est le grand sur les sujet. arrêts de bus et sur les arrêts de tram. Et le paradoxe, c'est que c'est la mairie écologiste qui avait refusé de le voter. Et même au-delà de ça, la ville de Strasbourg achète du temps de pub sur ces panneaux vidéo lumineux. Donc je pense qu'effectivement, avant de pénaliser le citoyen dans sa vraie vie de tous les jours, il faut qu'on soit déjà, nous, exemplaires en tant qu'acteurs publics et que donc les premiers efforts, on les fasse porter sur ce gaspillage-là. Eh bien, Dylan a donc sa réponse. On va passer à une autre partie de cette émission, le jeu du tu préfères, donc très simple, deux choix, une seule réponse. Donc, tu préfères choucroute ou tarte flambée? Grand sujet de ce mandat. Oh, c'est dur. Mais je dirais la tarte flambée. Icy boulette. Ici Boulette, Ouais, c'est ma préférée. Strasbourg, capitale de Noël ou capitale de l'Europe? Ça, c'est un sacré, Ça, c'est un dilemme. c'est un sacré dilemme. C'est deux pans de notre identité, mais dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, avec le recul des démocraties, de plus en plus de dictatures qui se renforcent et de périls, je crois que notre plus grande mission, c'est capitale de l'Europe et de la démocratie européenne. Quartier ou centre-ville? Pour moi, le centre-ville est un quartier. Et je refuse l'idée de dire qu'il y aurait un centre-ville et des périphéries. Pour moi, il y a autant de centres et de cœurs battants de Strasbourg que de quartiers, donc quartier. Tram ou voiture? Tram, j'ai pas le permis de conduire. Je ne me déplace qu'à vélo ou en tram. Le tram, c'est une vraie fierté de notre ville. Vélo ou tram? Vélo, en ce qui me concerne.
C'est pour moi un élément de liberté. Pendant longtemps, je ne m'y suis pas mis parce que j'avais un peu peur. Et maintenant, qu'il neige, qu'il vente, je mets le poncho, je mets la cape, ce qu'il faut, mais j'adore parcourir Strasbourg à vélo. Petite France ou Cruteno? Petite France. Sciences Po ou l'ENA? Sciences Po. J'ai pas fait l'ENA. Collectivité européenne d'Alsace ou région Grand Est? Bah, les deux se complètent, les deux ont des compétences. J'ai travaillé au département du Bas-Rhin, j'ai travaillé au département du Haut-Rhin. J'ai eu l'honneur, aux côtés de Brigitte Klinkert, de contribuer à la création de la collectivité européenne d'Alsace pour donner des compétences et un poids supplémentaire à ce territoire alsacien, notamment sur le transfrontalier et sur le bilinguisme, et c'est important. Gauche ou droite? Centre. Marché ou porte-à-porte? Les deux sont importants, mais le porte-à-porte, c'est vraiment un échange direct que j'aime beaucoup avec les citoyens, et notamment ceux qu'on ne voit pas sur les marchés ou dans les réunions politiques habituelles. Vous avez peut-être une anecdote d'un moment un peu drôle ou un peu surprenant pendant un porte-à-porte? Oh, drôle ou surprenant, je sais pas, mais c'est vrai que des fois, ce qui est difficile, c'est que l'accueil est tellement chaleureux qu'on n'arrive plus à repartir. Et donc, il m'est arrivé une fois d'être accueilli avec le thé, des pâtisseries, des gâteaux, le chien, les enfants. Et donc, une fois, je me rappelle d'un porte-à-porte où j'ai toqué à une porte à 16h et je suis rentré chez moi, je crois, à 21h. Ah oui, quand même. Donc, j'ai presque été adopté dans la famille. Mais c'est un beau souvenir. Orangerie ou citadelle? Je dirais aller à l'orangerie parce que j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance. Ma grande passion, c'était la glace Schtroumpf de chez Franchi. Oui. Et ensuite, aller faire un tour sur les tacos, les petites voitures. Bretzel ou Kouglof? Bretzel. Match à la Méno ou match à la Sig? Oh là là, vous me posez des dilemmes. Je suis un amoureux inconditionnel des deux. J'adore le Racing, j'adore les atmosphères de stade. En plus, le nouveau stade de la Méno, il est magnifique. Il faudra demain faire pour la SIG au Rhenus, là aussi, de gros efforts. Donc j'adore les deux. Mais il y a un petit bonus pour la SIG l'hiver, parce qu'on est au chaud. Bière artisanale ou vin d'Alsace? Vin d'Alsace. Ville touristique ou ville étudiante? Bah, les deux se complètent et les deux font l'enrichissement de Strasbourg. Parce qu'une grande ville, c'est une ville qui bénéficie aussi de tous les gens qui viennent de l'extérieur. Et donc tous les touristes et les étudiants qui viennent à Strasbourg, eh ben, ils font la richesse de l'âme de Strasbourg. Et à choisir? Bon, ville étudiante, c'est quand même important. C'est ce qui fait le dynamisme et la créativité de Strasbourg. Nos étudiants, ils sont essentiels. Consensus ou décision tranchée? Je pense que le consensus n'empêche pas une décision tranchée, mais qu'on a le devoir, quand on est élu, de se dire que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir, et le consensus n'est pas une faiblesse. Et enfin, référendum local ou décision municipale? Un maire, il est là pour décider, mais je crois qu'il y a des moments où il faut faire trancher des grandes orientations. Et donc dans mon programme, on a dit qu'on aurait une journée de la démocratie locale par an, avec l'organisation de référendums locaux, à la fois sur des sujets de quartier, mais aussi sur des sujets plus globaux à l'échelle de la ville, parce qu'il est important sur des grandes orientations de pouvoir les faire valider avec la population. Très bien, et du coup pour cette troisième partie d'émission, on va passer à la séquence oui ou non, donc il faudra trancher pareil, oui ou non, Vous sur allez une me faire question. des dilemmes encore. Là. Exactement, c'est l'émission des dilemmes. Il faut plus de police municipale à Strasbourg. Oui, et je m'engage à renforcer les effectifs de la police municipale. Il faut plus de caméras de surveillance. Oui, et je m'engage à développer la vidéoprotection là où il en manque et d'équiper les mâts de vidéoprotection de bornes d'appel d'urgence. Il faut plus de pistes cyclables. Il faut mieux de pistes cyclables. Donc il faut développer là où il en manque et puis aussi adapter celles qui aujourd'hui ont été mal conçues. On me regarde différemment depuis que j'ai perdu 50 kilos. Oui. Qu'est-ce que ça a changé justement cette perte de poids? Bah moi je l'ai déjà fait pour ma santé. Je l'ai fait pour me sentir bien, pour être en capacité de mener les combats que j'avais envie de mener. Et effectivement, j'ai été amené ensuite à en parler parce qu'on m'a beaucoup questionné là-dessus. Certains pouvaient s'en inquiéter d'une manière bienveillante. Et donc, effectivement, on m'en a beaucoup parlé. Et l'essentiel des retours que j'ai eus, c'était que c'était vu comme une preuve, voilà, de détermination, de courage aussi. Ah, parce que c'est pas simple. Vis-à-vis de soi-même. Non, c'est pas simple. C'est un combat, c'est des situations qui résultent aussi des parcours de vie.
On peut être discriminé aussi à raison de son physique. Et ça, moi, je me suis toujours battu contre. J'ai toujours dit que chacun, quel que soit son physique, son orientation, son genre, du moment où il était heureux tel qu'il était, ne devait subir aucune discrimination ou aucun regard. Donc c'est des choses très personnelles. Les débats pour le mariage pour tous m'ont donné envie de m'engager en politique. Alors j'étais déjà engagé, mais ça a renforcé mon engagement, notamment pour l'égalité, la lutte contre les discriminations. Ça a été un moment difficile pour moi. J'étais déjà engagé en politique, je travaillais pour Fabienne Keller à l'époque, et je ne pensais pas que le débat serait aussi violent, aussi caricatural, aussi dur. J'ai eu la fierté à ce moment-là de travailler avec Fabienne Keller, qui était à l'époque une des rares sénatrices de la droite et du centre à voter C'est vrai. pour le mariage pour tous. Elle en a subi beaucoup d'attaques, beaucoup de violences, et j'ai vu le courage de cette femme. C'est un grand débat de société, comme l'IVG, comme l'abolition de la peine de mort. Et je crois que c'est dans ces moments-là qu'on voit les grands élus qui sont capables de se libérer des clivages partisans pour mener les combats qu'ils considèrent comme justes. Et ça a été un grand honneur et une grande fierté pour moi d'être aux côtés de Fabienne Keller dans cette bataille-là, qui n'a jamais faibli, dans le fait de dire que la République pouvait pas faire de discrimination entre ses enfants, entre ses citoyens. Et donc ça a été un moment important, même si dans mon parcours personnel, j'avais déjà franchi des étapes. Je pense que ça a vraiment été aussi une étape déterminante pour transformer mes convictions personnelles sur la lutte contre les discriminations et pour l'égalité en convictions plus publiques aussi, et sur le fait qu'en fait, pour l'égalité, il faudrait toujours se battre et que rien ne serait jamais acquis. Et en plus, on l'a vu, la droite républicaine aujourd'hui a complètement changé d'idée par rapport à ça. Et Tant mieux. avec du recul, finalement, vous dites, vous aviez raison. De toute façon, j'étais convaincu qu'on Est-ce que avait vous avez raison. réussi à convaincre aussi des collègues, peut-être? Alors à l'époque, oui, j'ai bataillé dans mes cercles privés, politiques et autres pour défendre cette chose-là et de dire, regarde, tu me vois, on s'engage ensemble, on est sur le terrain ensemble, tu m'apprécies, tu apprécies mes idées, mais tu expliques que je n'ai pas le droit, je ne mérite pas d'avoir les mêmes droits que toi. Quelle est la justification ? Et donc effectivement aujourd'hui avec du recul, tant mieux, comme sur l'avortement, comme sur l'abolition de la peine de mort, certaines grandes évolutions sociales et sociétales, tant mieux que ça rentre dans les mœurs et que ça rentre dans le bien commun et que les choses s'apaisent, c'est dans l'intérêt de tous. Oui ou non, il faut réaménager l'autoroute M35. Oui. C'est une fracture urbaine, ça sépare 75 000 Strasbourgeois du reste de la ville, ça pose des questions sanitaires, écologiques, et puis on a besoin à l'échelle de 15 ou 30 ans de pouvoir créer des milliers de logements supplémentaires, accueillir des nouvelles entreprises, réunifier Strasbourg, et donc il faut y réfléchir. C'est un projet de long terme, il y a des études à mener sur la faisabilité technique et budgétaire, mais je crois que justement le rôle d'un maire, c'est à la fois de voir à 30 mètres les problèmes qu'il faut régler immédiatement, mais aussi voir à 30 ans les grandes transformations qu'il faut savoir penser dans le temps long. Oui ou non, être de centre, c'est piocher un peu à gauche et un peu à droite. C'est pas piocher un peu à gauche ou un peu à droite, mais c'est porter des valeurs de modération, de dialogue. Le centre à Strasbourg, ça existe depuis longtemps. On a eu plein de maires centristes. C'est des valeurs humanistes, c'est être résolument pro-européen, c'est se battre pour l'égalité, et donc c'est les valeurs que je porte. Oui ou non, il faut revoir la politique de stationnement. Oui, elle pénalise aujourd'hui nos artisans, nos commerçants, les personnes âgées, les personnes malades, les citoyens. Donc moi, mon engagement, c'est revenir aux tarifs d'avant mai 2023 pour soulager le pouvoir d'achat. 2 € de 11h30 à 14h30 pour qu'on revienne manger et consommer au centre-ville et dans les commerces de proximité. Et puis le forfait stationnement universel à 15 € par mois pour les résidents, pour l'ensemble des salariés et professionnels de Strasbourg, et ce qui est important aussi pour les cadres des associations, parce qu'aujourd'hui il y a plein de bénévoles, des clubs de foot, des clubs de théâtre et autres qui renoncent à leur engagement parce que ça leur coûte trop d'argent pour venir s'engager, donner du temps à cause du stationnement. La multipropriété est une chance pour le Racing Club de Strasbourg.
Ce qui est une chance pour le Racing Club de Strasbourg, c'est d'avoir Marc Keller, qui a pris des risques énormes à un moment où plus personne y croyait. Et si Marc Keller n'avait pas été là, ben peut-être qu'aujourd'hui on parlerait même plus du Racing. On peut avoir un débat sur le modèle économique du foot plus globalement. C'est pas un débat tabou, mais dans le contexte tel qu'il existe, c'est une chance pour nous d'avoir quelqu'un comme Marc Keller qui assure les intérêts de notre club, qui aime passionnément le Racing et qui fait en sorte qu'on ait le mieux possible pour Strasbourg. Oui ou non, il faut plus de sécurité dans les transports en commun? Oui, et donc c'est pour ça que je propose la généralisation de l'arrêt à la demande dans les bus le soir à partir de 22 heures et que je propose la création d'une police métropolitaine des transports pour pouvoir notamment tôt le matin et tard le soir avoir plus de sécurité dans les bus et dans les trams. Est-ce que vous savez déjà à peu près combien d'agents il y aurait justement dans les transports en commun? Il faut qu'on évalue en fonction des besoins et d'un audit de la situation, les effectifs nécessaires et qu'ensuite, comme c'est une police métropolitaine, parce que la CTS est à l'échelle de l'Eurométropole, qu'on puisse avec l'ensemble des maires de l'Eurométropole identifier l'ensemble des besoins. Donc c'est quelque chose qu'on chiffrera très vite au début du mandat pour pouvoir le déployer. Ce genre de choses, vous voulez les installer dans les transports en commun? Est-ce que une police de proximité aussi dans les quartiers est quelque chose que vous souhaitez? Notre but de renforcer les effectifs de la police municipale, c'est de pouvoir se déployer davantage dans les quartiers. Et avec, là je l'ai dit aussi, la création d'antennes de police municipale mobiles ou fixes dans l'ensemble des quartiers pour que justement les habitants, les commerçants et les acteurs puissent avoir accès à une capacité d'intervention rapide et voir vraiment nos policiers municipaux au plus proche de leurs préoccupations. Avec une police municipale armée? Elle l'est, oui. Ça, on bouge pas, quoi. Ah non, surtout pas. Faut-il garder le Concordat en Alsace-Moselle? 1000 fois oui. C'est une richesse, c'est un modèle. Et je pense que même le reste de la France pourrait enrichir sa vision de la laïcité des richesses du Concordat. Faut-il prioriser les quartiers populaires dans les investissements? Il y a très clairement aujourd'hui une ville à deux vitesses. Tous les citoyens de Strasbourg ne sont pas traités à la même échelle, que ce soit dans les services publics, que ce soit dans l'aménagement de l'espace public, dans la qualité des logements qu'on construit. Et moi, je m'engage vraiment fermement pour mettre fin à cette ville à deux vitesses. Et donc oui, aujourd'hui, il y a des quartiers qui ont du retard et il va falloir se donner vraiment les moyens de donner aux gamins qui y naissent et qui y grandissent toutes les chances de grandir et de s'épanouir avec le même degré d'engagement que ceux des autres quartiers. Si je suis élu maire de Strasbourg, mon première interview sera pour Stampa Alsace. Deal. C'est noté, c'est enregistré, on la garde. Et on arrive au bout du coup de cette interview. Je vous laisse à vous du coup le mot de la fin, la petite carte blanche. Chers Strasbourgeoises, chers Strasbourgeois, on a une chance, c'est d'habiter une ville absolument magnifique. Une ville qui a des atouts dans l'ensemble de ses quartiers, des jeunes, des habitants pleins de talents, motivés, des associations extraordinaires, des artisans, des commerçants qui nous offrent de l'authenticité, de la qualité, des grandes entreprises reconnues parfois dans le monde entier, une université avec des prix Nobel, des acteurs culturels et sportifs qui nous font vibrer, qui font notre fierté, des institutions européennes, une culture, un patrimoine, des valeurs, un vivre ensemble, cet humanisme rénant, ce dialogue interreligieux, ce respect de la différence. Vous le voyez, il n'y a aucune raison de baisser ni la tête ni les bras. Aujourd'hui, Strasbourg va pas bien. Aujourd'hui, Strasbourg ne prend plus soin de l'ensemble de ses habitants avec le respect qu'il mériterait. Mais on a tous les atouts pour demain relever la tête, se retrousser les manches et retrouver le plaisir et la fierté de Strasbourg. Cette élection municipale, elle est essentielle parce qu'elle peut nous permettre de retrouver la maîtrise de nos vies et la maîtrise de notre ville. Moi, je veux que le prochain mandat, il nous permette de réparer les erreurs du passé, mais aussi et surtout ensemble de préparer les réussites et les joies du futur. Je serai un maire à 30 mètres, un maire visible et accessible pour régler le plus vite possible et le plus efficacement possible tout ce qui vous pourrit la vie aujourd'hui au quotidien, mais aussi un maire capable de voir à 30 ans tout ce qu'il faut préparer pour vous permettre de vivre le mieux Strasbourg dans toutes vos situations de vie personnelle et professionnelle. Alors dès le 15 mars prochain, soyons réunis et ensemble pour construire ce Strasbourg qu'on aime tant des prochaines années. Merci beaucoup.
Et merci à tous d'avoir suivi cette interview. Merci à vous, Pierre Merci beaucoup. Jakubowicz, d'avoir participé et surtout pour vos réponses sans filtre. Un grand merci à la société de production Izimara, justement pour ces magnifiques studios et toute l'équipe technique qu'il y a derrière. Vous pouvez retrouver cette interview complète sur YouTube, sur Stampa Alsace bien sûr, sur Spotify, Apple Music, Deezer, toutes les applications de podcast. Vous pouvez également retrouver les extraits et les moments marquants sur les réseaux sociaux, toujours Stampa Alsace. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Face aux candidats.